Entre guerre et schisme, au sein des conflits et des duels, une parenthèse merveilleuse et enchanteresse permet à l'homme d'explorer les plus nobles et les plus pures émotions qui existent dans l'univers. Si le courage, l'ardeur et la force tiennent souvent une place centrale dans nos mythes, une notion plus sacrée encore, dépassant les barrières du temps et de la mort, se fait omniprésente chez les nôtres. L'amour, l'émotion qui commande tout, est à la base de toutes nos légendes et constitue la motivation première pour passer à l'action. Trop souvent négligée ou laissée de côté par les fiers héritiers des religions indo-européennes, la douceur et l'élégance, et donc la féminité, doit conserver, ou plutôt devrais-je dire retrouver la place sacrée qui lui permet de sublimer le monde, le quotidien comme les guerres. Qui ne s'est jamais trouvé envoûté et happé par la beauté et le rayonnement d'une femme? L'amour et les femmes ont toujours suscité les passions, provoquant tour à tour des guerres et des unions. Des armées se sont levées pour une reine. Des batailles ont été menées et des nations détruites. Mais en parallèle, des royaumes ont été bâtis, de puissantes lignées créées et des monuments érigés en l'honneur de la femme et de son image. Cette ambivalence qui lui est propre a permis au féminin de se parer de ses atouts mystiques, offrant et prenant, comme les Nornes ou les Valkyries, le font dans la mythologie scandinave. Je vais donc aujourd'hui vous parler de la femme dans sa dimension sacrée, en tenant compte de ses ambiguïtés, de sa douceur et parfois de sa cruauté. J'essaierai donc aujourd'hui de rendre honneur à la polarité féminine du monde, en donnant mon avis, qui n'est évidemment pas parfait. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour travailler sur un second chapitre, mais également pour développer le sujet du masculin sacré. Je comptais à l'origine parler de la féminité et de l'amour, mais compte tenu de la quantité d'informations qui seront disposées, je préparais une seconde vidéo pour que le contenu soit plus digeste. Alors mes chers amis, n'attendons pas plus, et plongeons dans l'univers profondément subtil et mystérieux de la féminité sacrée. Nous sommes au 9e siècle, dans les Hébrides, en Écosse. Une femme noble, nommée Aude, regarde tristement les funérailles de son père, un grand roi du Nord, nommé Kétil, au nez plat. Elle sait que désormais son statut social est grandement menacé. Son mari, le roi de Dublin, Olaf le Blanc, la répudia en raison d'un conflit entre ce dernier et le père de la jeune femme. Peu après, son fils meurt au combat, en protégeant ses terres du Nord de l'Écosse qu'il avait fraîchement acquis. Accablée par le chagrin et plus vulnérable que jamais, Aude décide alors de réunir ses suivants, des familles fidèles et des esclaves, pour s'exiler loin des conflits et des conspirations. De fil en aiguille, par divers mariages entre ses filles et des seigneurs, elle parvient à créer une dynastie puissante et influente. Aude et les siens s'installent alors dans l'ouest de l'Islande, dont elle s'approprie les terres et sur lesquelles elle règne de longues années, jusqu'à s'éteindre paisiblement dans son sommeil. De grands hommages lui sont alors rendus par son petit-fils et le reste de sa famille. C'est ainsi que cette femme en exil, devenue matriarche et régente, acquit le nom de Aude la très sage. Ce petit récit, à la croisée des chemins entre fiction et réalité, provient de plusieurs sagas, notamment celle de l'Axar d'Allur, qui fut rédigée en Islande au XIIe siècle de notre ère. Ce que nous montre cette histoire est important pour comprendre la place de la femme dans les sociétés indo-européennes et l'étendue de ses pouvoirs. Parce qu'en effet, si Aude est forcée d'exil pour protéger sa lignée, elle finit néanmoins par fonder sa seigneurie. Dans nos cultures indo-européennes, les femmes ont toujours possédé un rôle subtil et ambivalent, démontrant systématiquement leur place centrale dans nos mœurs. Dans le monde scandinave, si les femmes ne possédaient pas réellement le droit de participer au Ting, le Conseil des hommes libres, elles n'étaient pour autant pas absentes de la vie politique. La femme est la maîtresse du foyer, la gestionnaire, celle qui dirige la famille dans sa partie intérieure et intime. Par ses qualités et ses dons naturels, sur lesquels nous reviendrons plus tard, la femme a toujours été une conseillère de choix pour les hommes, qu'ils soient artisans ou rois. La sensibilité féminine apporte une dimension toute particulière à la vie collective et à la politique, une forme d'empathie et d'altruisme qu'il faut savoir jauger et réfréner lorsque l'affect prend le dessus sur la raison. Lorsqu'une femme se retrouvait endeuillée, elle pouvait obtenir la direction de sa lignée sous certaines conditions, et ainsi représenter sa famille dans la vie publique et lors des délibérations juridiques. Ce faisant, elles obtenaient aussi naturellement la direction des terres possédées par le défunt mari et l'autorité que ce dernier avait de son vivant. Mais en allant plus loin, nous voyons sans mal que certaines femmes, dont la renommée a franchi les frontières du monde blanc, ont su tenir tête à des empires à la puissance démesurée. L'exemple le plus parlant est sans nul doute celui de Boudica, reine celte du 1er siècle de notre ère, qui fomenta une insurrection contre le vorace aigle romain. Quand bien même la rébellion se solda par un échec total, la détermination d'une femme, d'une reine, permit de donner à un peuple un élan de liberté et de grandeur. Nous pouvons prendre comme autre exemple la reine Tomiris, dont l'histoire a certainement été amplifiée, mais qui exprime un archétype puissant, celui de la femme garant de la souveraineté. Selon Hérodote, Tomiris, dernière reine des Amazones,
dut livrer bataille contre l'empereur des Achéménides, répondant au nom de Cyrus le Grand. Pour venger la mort de son fils et protéger sa cité, la reine fait déferler ses armées sur l'envahisseur et parvient à faire tuer le chef de guerre, l'empereur prétentieux, venu de l'autre continent. Si la réalité historique de ce récit est profondément douteuse, nous avons pour autant un exemple magnifique de détermination féminine. Mais au-delà du pouvoir temporel, les femmes possédaient, et possèdent toujours à certains égards, une responsabilité spirituelle grande qu'elles doivent à leurs facultés naturelles. Dans toutes nos cultures, la femme était connue pour son lien particulier à la divination et les contacts qu'elle sut créer avec différentes forces, qu'elles soient divines ou non. Dans le monde scandinave, ce sont bien des femmes, les volures, mot qui signifie littéralement femme à bâton, qui tenaient le rôle de voyantes et d'intermédiaires entre les forces subtiles, savantes et le règne terrestre des hommes. Nomades, voyageant de ferme en ferme la plupart du temps, elles étaient reçues avec des banquets et tous les honneurs que des femmes si importantes devaient recevoir. Mais si elles étaient honorées, elles n'en étaient pas moins craintes pour leur position à la frontière entre royaume des dieux, des esprits et des hommes. La Volva possédait bien souvent la connaissance du Seidr, une magie chamanique réservée presque exclusivement aux femmes, qui provient directement d'une déesse, Gulveig, qui inspirait jadis l'effroi chez les dieux Az. Cette magie consiste à appeler les esprits et utiliser leur pouvoir afin de répondre aux attentes de celui ou de celle qui utilise les services de la femme savante. Mais ce pouvoir redoutable implique néanmoins une certaine exclusion de la société, une méfiance de la part de chacun, et même parfois le mépris total des guerriers ou des hommes libres. Cette affinité particulière que la femme possède à la magie et aux dons de divination se retrouve dans tout le monde indo-européen, et la Volva trouve son équivalent dans de nombreuses sociétés païennes. On peut penser à la Pythie du temple de Delphes, consacrée à Apollon, mais dans le même esprit que leurs consoeurs scandinaves, nous avons les Sibylles qui erraient de cité en cité pour apporter la connaissance de l'avenir en échange du gîte et du couvert. Dans le monde romain, les Vestales jouent également le rôle de prêtresses, cette fois rattachées à la déesse Vesta, mais dont les fonctions sont plus ou moins similaires aux autres femmes citées auparavant. Il existe aussi des équivalents dans le monde slave, védique et même celtique. La femme a une sensibilité particulière aux différents esprits et parvient à canaliser leurs forces dans un but noble ou profondément vil, mais qui nécessite dans tous les cas un contact avec le monde spirituel. Il est également important de noter que dans nos traditions, nombreux sont les rois et les princes qui furent représentés aux côtés de femmes sacrées, liées au pouvoir spirituel. Les rois d'Irlande par exemple obtenaient le pouvoir par un mariage symbolique avec la souveraineté personnifiée qui revêtait l'apparence d'une jeune femme. Mythologiquement, nous pouvons évidemment penser à Odin, qui demande lui-même à Gulveig ou d'autres Volva des indications sur l'avenir. Malgré son pouvoir royal indiscutable et sa science immense, il doit demander à la polarité féminine de lui accorder quelques visions. Je prendrai comme dernier exemple la passionnante histoire de Sigurd, le guerrier solaire descendant de Yngvi Frey, dieu-van de la fertilité. Au cours de sa vie, il fait la rencontre d'une sublime femme envoûtante, la Valkyrie Brynhildr, qui lui enseigna l'art de la magie runique. Et nul autre individu qu'une femme sacrée ne pouvait jouer ce rôle de transmission du savoir. En somme, si la femme possède des responsabilités et des devoirs, elle jouit également de privilèges et de dons, qui révèlent sa véritable nature lorsqu'elle se saisit de son réel pouvoir. Entre obligation envers son foyer et sa lignée, et sensibilité particulière au monde des esprits et du divin, la femme est l'expression même de l'ambivalence, à la fois rayonnante et mystérieuse, à la fois douce et impitoyable, pourvue d'une certaine faiblesse physique, mais d'une immense force spirituelle. La femme incarne cette matrice de potentiel que représentent les eaux primordiales, une force latente qui s'exprime au contact de la chaleur virile du monde céleste. Nous montons désormais d'un étage dans l'échelle du sacré pour parler de la femme divinisée. Nous analyserons ici la place que nos mythologies ont laissée au féminin, en cherchant à comprendre son rôle et sa nature. Tout commence aux origines du monde, à sa création et à son organisation. Faisons un bond dans le temps, mais en arrière. Retournons à la source, comme Taliesin qui se transforma en saumon pour retrouver les origines. En explorant le domaine fascinant de la religion cosmique indo-européenne, nous comprenons que le monde est issu d'un mariage divin et sacré, entre le ciel et la terre, la polarité céleste masculine et la polarité terrestre à caractère féminin. Pour les peuples indo-européens, le ciel est toujours associé au masculin, quand la Terre est plutôt féminine. Toute cette idée se base autour de l'Axis Mundi, que j'ai évoqué dans ma vidéo sur la croix des cycles, vidéo dont le lien est en description. En parcourant cet axe, représenté tantôt par un arbre comme Yggdrasil, tantôt par une colonne comme le Skamba védique, la division bipartite du monde saute aux yeux. La femme est alors la gardienne de cette terre et de cette matrice. Elle est en quelque sorte la toile du monde. Elle est également rattachée aux eaux primordiales, dont le monde émerge,
comme un nouveau-né sortant du corps de la mère. Mystérieuse, quelque peu sombre et détentrice des secrets les plus subtils de l'univers, la polarité féminine se retrouve dans les éléments naturels, les forêts, les rivières, les sources et les grottes. Bien loin d'avoir un simple rôle de productrice, la femme se voit être l'incarnation de la souveraineté sur Terre, sur un royaume. Je prendrai ici 3 exemples d'horizons différents, mais tous dans le domaine du paganisme indo-européen. La première femme mythologique est Taltu, la mère nourricière du chef des dieux celtiques, Lugh. Même si cette dernière incarne la terre féconde, les cultures et la prospérité, son rôle va bien au-delà et représente également la souveraineté sur la terre. Les jeux de la célèbre fête de Lughnasadh lui sont consacrés, et à cette occasion, le roi et le peuple s'unissent symboliquement à la terre, marquant ainsi leur pouvoir sur le sol qu'ils foulent. En garantissant la fertilité édaphique, elle donne de facto la prospérité et permet la stabilité du pouvoir, sa continuité sans période de trouble. Comme deuxième exemple, nous pouvons penser à la déesse Frigg, l'épouse de Odin. Cette divinité est l'archétype de la femme accomplie, et osons le dire, parfaite. Fidèle, protectrice et bonne conseillère, elle joue à merveille le rôle de tempérance lorsque le dieu borgne s'emporte dans sa fureur sacrée. Par son lien avec le roi des dieux, elle possède le pouvoir d'une régente, et revêt donc l'image d'une souveraine bienveillante et juste, qui n'hésite cependant pas à menacer de mort Loki lorsque ce dernier lui manque de respect. Frigg est donc une sage conseillère, capable de connaître le destin de chaque homme. Elle s'impose comme l'archétype de la femme exemplaire, prophétesse et oraculaire, qui guide toute la polarité masculine par sa tempérance, son calme, sa dévotion et l'amour pour sa famille. Et en dernier exemple, je prendrai une déesse qui inspira la crainte autant que l'admiration, la grande et puissante Athéna, fille du suprême Zeus. Celle-ci est une très belle représentation de la souveraineté féminine, par sa virginité et son aspect impitoyable. Elle est la déesse de la guerre, en son aspect stratégique et donne aux hommes, notamment à Ulysse, quelques précieuses ruses, qui servent à retourner le cours d'une guerre. Elle est inévitablement liée à la ville d'Athènes, dont elle protège l'ordre. Elle est donc également une déesse qui s'occupe des lois et de l'aspect juridique, ce qui est un des piliers de la souveraineté. Par sa fonction guerrière et son implication dans les préoccupations légales, elle représente la stabilité et la liberté. Mais la femme mythologique n'est pas seulement déesse, elle s'exprima également sous d'autres formes. Nous pensons inévitablement aux redoutables femmes cygnes, les Valkyries, qui firent beaucoup parler d'elles dans les sagas. Ces créatures possèdent un rôle bien particulier, puisqu'elles ont la responsabilité d'être les intermédiaires entre le père de tout, Odin, et les guerriers choisis par ce dernier pour le rejoindre dans la grande halle des élus qui combattront aux côtés des dieux lorsque le Ragnarok se présentera. Les Valkyries, à mi-chemin entre le divin et l'humain, peuvent parfois se voir contraintes de se lier à un homme, que ce soit par une obligation sentimentale et amoureuse, ou une punition imposée par le dieu borgne en personne. Le mariage avec un mortel est systématiquement perçu comme une déchéance, une perte de l'essence divine. Cette affliction, pire que la mort pour celles qui ne choisissent pas leurs nouvelles conditions, dérobe une caractéristique essentielle et marquante, inhérente à la nature semi-divine de ces femmes ailées, leur virginité. Parce qu'en effet, dans le monde indo-européen de nos ancêtres, la pureté d'une femme peut se mesurer au rapport qu'elle entretient avec son propre corps et l'aisance avec laquelle elle est prête à s'offrir au masculin. Cette idée de virginité sacrée vient bien évidemment des plus anciens mythes, ceux liés à la terre-mère. En effet, pour engendrer le monde pour la première fois, il fallait inévitablement que la polarité terrestre soit vierge à un moment. On a donc bien cette idée du Père céleste et viril qui vient féconder la terre-mère, vierge, féminine. Je pense que cette idée vit toujours en nous, surtout pour les cœurs les plus nobles, qui portent en haute estime les hommes et les femmes qui tiennent à préserver leur corps du consumérisme. Tel est le grand mal de notre époque. Le sacré n'habite plus les relations homme-femme. La chair est consommée, sans aucune autre préoccupation que le plaisir et la jouissance. Le divin s'en est allé de l'homme, au moment où il considéra que le mariage de 2 corps était une chose anodine, pourvoyeuse de plaisir. Et la médecine moderne n'arrange pas les choses en proposant à chacune de se dédouaner de toutes ses responsabilités en détruisant le fruit en construction de la reproduction. C'est dans cette perspective que l'indo-européen associa volontiers la femme au foyer, au rôle de gardienne du feu. Ce dernier est la représentation sur terre du divin. C'est par son intermédiaire que les hommes sacrifiaient aux dieux, surtout dans les panthéons indo-iraniens et celtiques. Ainsi, la femme, au contact du feu, devait renvoyer cet idéal de pureté et de primitivité par la virginité. Nous avons pour parfait exemple les Vestales dans le monde romain, dont j'ai parlé précédemment. Et chez les dieux grecs, Hestia, la déesse du foyer, est une vierge. Ani, dieu du feu de l'Inde védique, est parfois comparé à une jeune vierge. Enfin, les feux consacrés à la déesse Brigitte, en Irlande, étaient gardés par 19 femmes, qu'il était absolument interdit d'approcher pour n'importe quel homme. Cette idée de virginité sacrée a été tellement marquante et importante que le christianisme,
dans son processus de conversion des peuples ariens, s'en imprégna en développant le culte de Marie. Voyez la chose suivante. Le Père Céleste, Dieu, dont le nom vient évidemment de la racine indo-européenne Dieus, féconda la Vierge Marie sur terre pour engendrer le Fils divin. Ce schéma est parfaitement indo-européen et païen, et se retrouve dans la reproduction entre Gaïa et Ouranos, qui crée ainsi les titans. Un dernier aspect essentiel touche la polarité féminine dans une dimension mystique et quelque peu effrayante. Nous parlerons ici des Nornes, les 3 sœurs redoutables qui dictent leurs lois au plus puissant des dieux de la mythologie scandinave. 3 vierges très puissantes sortirent du lac, sous l'arbre qui s'élève. Elles établirent les lois, elles choisirent les destins, elles dirent le sort aux enfants des hommes. Telle est la brève mais intéressante présentation que le poème de la Voluspa nous fait de ces femmes ô combien importantes pour les hommes du Nord. On y apprend que les Nornes, 3 sœurs qui, encore une fois, sont qualifiées de vierges, sortent de sous Yggdrasil pour parvenir dans le monde des dieux. Et à compter de ce jour, jusqu'à la grande guerre entre l'ordre et le chaos, elles détermineront tout ce qui doit se passer. Leur rôle est clair. Elles tissent ce que nous appelons le Wyrd, la toile du destin. Les fils qui relient chaque chose et qui imposent la destinée. Mais cette mission de tisseuse leur a-t-elle été donnée ? Ou est-ce de leur part un choix délibéré? Là-dessus, nous n'avons hélas aucune réponse. Ce qu'il y a de fascinant avec les 3 vierges, c'est leur capacité à donner et reprendre sans pitié. Parfois même ne pas donner du tout, ou encore ne rien reprendre. On semble être face à une attitude purement stoïque, qui témoigne en réalité d'une éthique arienne profondément ancrée en nos ancêtres. Le destin se déroule, personne ne s'y dérobe, et rien ne sert de se lamenter sur son sort. Et cette idée d'impitoyabilité a été donnée dans nos mythes à la polarité féminine. Il existe même un passage assez morbide dans un texte ancien qui assimile purement et simplement les Nornes aux Valkyries dans une ambiance sanglante. C'est dans le récit intitulé « Le lait de la lance » que l'auteur nous fait un bref aperçu de la vision qu'il possède de ces 2 entités, pourtant généralement distinctes, bien que proches. Vaste est montée pour la mort des hommes, la toile à tisser. Le sang pleut, puis il enchaîne. Le tissu est tissé d'entrailles humaines et durement tendu de têtes d'hommes. Dans ce schéma qui nous propose une lecture transversale, les Nornes prennent l'apparence de Valkyries et tissent une toile morbide, celle de la bataille qui coûtera la vie à tant de combattants. Nous voyons encore une fois que la femme, sous les traits des puissantes 10 du destin, possède en elle le potentiel du monde, la matrice de l'univers, permettant d'ordonner le monde en façonnant l'avenir. Le symbolisme des Nornes est également puissant pour la femme. Ces créatures mythologiques proviennent du puits d'Ourdre, la source au pied d'Yggdrasil. Elles entretiennent ce dernier en l'aspergeant de boue blanc et d'eau pour qu'il ne se déshydrate pas. La symbolique utérine est marquante. Les Nornes, qui elles-mêmes proviennent de la source, de la matrice originelle, utilisent l'eau sacrée pour alimenter l'axe cosmique en développement. Pour clore ce chapitre, je dirais que la femme incarne parfaitement la matrice, le potentiel du monde. C'est elle qui donne la forme aux choses et détermine leur destin. Mais l'incarnation, le feu, le souffle vital, vient de la partie virile et céleste. C'est le masculin qui insuffle cette chaleur qui donne au vivant la possibilité d'exprimer son potentiel. Voilà pourquoi nous avons besoin, plus que jamais, de retrouver l'harmonie cosmique sacrée. Voilà pourquoi il est impératif pour les hommes et les femmes de notre peuple de fusionner à nouveau autour du grand idéal divin originel du mariage sacré entre la terre-mère et le ciel-père. Yggdrasil ne sera entretenu que par cette boue créatrice qui alimente le fœtus en développement. Sans naissance, plus d'ordre, plus d'harmonie. Notre peuple doit lutter pour sa survie, et cela passe par les merveilleux liens qui unissent un homme et une femme, la polarité masculine et féminine. En somme, la femme possède sur Terre des pouvoirs et des droits qui doivent tout de même s'articuler autour de devoirs envers son foyer et sa famille. Si sa place dans les sociétés païennes a toujours été centrale, la mythologie témoigne exactement de la même chose. Le mariage sacré entre la polarité féminine et la polarité masculine permit au monde d'émerger et aux vivants de naître. Par sa dimension mystique et ambivalente, la femme a autant su susciter la passion que la crainte lorsqu'elle prenait la forme d'une sublime déesse de la souveraineté ou d'une impitoyable guerrière qui façonne le destin des hommes.